Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier principal, M. Bertrand Millot. M. Millot est chef investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, dont le rôle est de mettre la table sur la situation actuelle des changements climatiques au Québec, au Canada et sur l'ensemble de la planète. M. Millot dirige l'équipe d'investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Son mandat consiste à définir et à mettre en œuvre des orientations stratégiques de la Caisse de dépôt, y compris l'intégration des facteurs ESG à l'ensemble des activités et le déploiement de la stratégie climatique. Il agit sur 3 volets, en assistant les équipes d'investissement dans la structuration des occasions d'investissement à impact, en gérant les risques liés à l'ESG, au changement climatique et à la réputation, et en contribuant au rayonnement de l'organisation en coopération avec l'équipe CPDQ mondiale. Il est l'un des architectes de la stratégie de la Caisse de dépôt en matière de changement climatique et un investisseur chevronné en investiture et en dette d'entreprise dans les marchés en croissance, domaine où les considérations ESG ont toujours été à l'avant-garde. Avant de se joindre à la Caisse, Bertrand Millot a été PDG et chef des placements Cordiant Capital, un gestionnaire de fonds spécialisé dans la dette d'entreprise dans les marchés émergents. Alors donc, M. Millot, si vous pouvez vous avancer et nous adresser la parole. Si tu veux avancer. Ouais. Merci Jean, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous et toutes, pardon. Une petite note, ma présentation s'est basée sur le dernier rapport du GIEC qui a été publié il y a à peu près 15 jours. Donc les graphiques sont en anglais, je m'en excuse, mais je les ai littéralement copiés de façon éhontée. Je vais les commenter, le reste en français. On va commencer localement. Perception et réalité bien alignées. Ce qu'on voit sur cette carte, sur ces cartes, c'est que le nord-est de l'Amérique du Nord, le Québec en particulier, est la région du continent qui s'est réchauffée le plus au cours des 25 dernières années. C'est des données, la carte de gauche, des données réelles qui datent depuis les années 80. Vous me direz, on parle de 0,5, les zones les plus foncées, on parle de 0,5 degrés par décennie, donc ce n'est pas grand-chose. On va revenir sur le pas grand-chose et ce que ça veut dire. Ce qui est intéressant aussi, la carte de droite, c'est les perceptions de la population. Et je dirais que, surprise, surprise, dans nos régions, incluant le nord-est des États-Unis, c'est là où, et puis Colombie-Britannique, la Californie, c'est là où il y a les perceptions de changement climatique, et on le sait tous, on sait que nos hivers sont anormaux, on sait qu'il fait plus chaud en été. Attendez. Donc, puis ce qui est aussi intéressant, je pense à la politique américaine, c'est toute la zone qu'on voit en bleu au centre du continent. Donc, c'est un refroidissement qui correspond un petit peu peut-être au segment de la population qui dénie les changements climatiques et autres au centre du continent. Donc, la géographie, enfin, ce qui se passe réellement, c'est peut-être aussi lié à ce qui se passe en politique. On rentre un peu plus dans le vif du sujet. Puis j'aime beaucoup les graphiques qui, comme on dit en anglais, an image is worth 1,000 words. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 2400 milliards de tonnes de CO2 qui ont été créées par l'homme dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Il y en a 42% qui datent des 29 dernières années. Et les 58% autres, c'était les 123 ans avant. Ça s'accélère à une vitesse incroyable. L'augmentation du niveau de la mer, entre 1901 et 1971, bon, il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais en 1971, c'était à peu près 1,3 mm par an. On est à 3,7 mm par an, 3 fois plus dans les 12 dernières années. Et la mer augmente parce que la glace fond, mais aussi parce que la température de l'océan augmente et donc l'eau prend plus de place.
Maintenant, ça, c'est les prévisions de changement climatique dans différents scénarios qui dépendent évidemment des hypothèses qui sont prises sur les politiques publiques, sur les orientations des pays sur 1,5 degré, sur les actions des entreprises, les actions des gouvernements, pas que les promesses, les actions. Ça, c'est très important, la différence entre les deux. Je dirais qu'à court terme, les conclusions du GIEC sont que la probabilité d'atteindre 1,5 degré, elle dépasse 50% à court terme. On y est à 1,5 degré, on y est déjà. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ces chiffres. Donc il ne faut pas simplement se fier en disant c'est correct, on va aller vers 2,8 degrés, et puis 2,8 degrés, ça correspond aux politiques actuelles si les gouvernements mettent en place leurs promesses. C'est un gros si parce qu'on est loin de ça. À la trajectoire actuelle, avec les politiques en place actuelles, on va vers 3,4 degrés très vite. Et je fais la différence parce que les politiques, les annonces, le Canada va être net zéro 2050, ne vous inquiétez pas, elles ne se traduisent pas dans de la politique au niveau industriel et c'est bien malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire pour la production d'acier? Qu'est-ce que ça veut dire pour la production de ciment? Qu'est-ce que ça veut dire pour le développement du réseau électrique? Eh bien, sur le terrain, rien du tout, malheureusement. Ou très peu. Et puis donc le niveau de la mer aussi, vous le voyez sur le graphe de droite. La courbe pointillée est particulièrement inquiétante. Les scientifiques du GIEC, c'est des scientifiques, donc ils parlent de choses qu'ils maîtrisent et puis ils mettent, si vous lisez le rapport, des degrés de très haute probabilité, moyenne probabilité, et puis des choses où ils disent clairement on n'est pas capable de le dire. Mais hier, je participais à une conférence et quelqu'un qui connaît bien le sujet nous a dit la dernière fois qu'il y avait 450 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, c'était il y a un certain nombre de millions d'années, je ne me souviens plus du chiffre. Il y avait des palmiers en Antarctique. Et il y a des fossiles de palmiers en Antarctique, là, ils ne l'inventent pas, on le sait. Et la mer était 100 mètres au-dessus du niveau actuel. 100 mètres. On est sous l'eau ici, il faudrait monter sur le Mont-Royal. Ça, c'est des réalités dans le fossile. Alors, est-ce qu'on va arriver là? Peut-être. Ils disent aussi les systèmes climatiques, l'inertie etc., la Terre est tellement grosse qu'en fait, une concentration de CO2 qui est la concentration qui est pratiquement celle d'aujourd'hui, hein, on est à 450 parties par million et puis on va vers 500 assez rapidement, ça met 50 ans à se traduire dans les effets climatiques. Donc tout ça, ça pourrait être bien la réalité en 2073. Sauf que les scientifiques ne le disent pas encore comme ça, c'est très apeurant, c'est évident, et puis ils ne sont pas sûrs, donc ils évitent d'apeurer tout le monde, mais ça pourrait bien arriver, parce que c'était comme ça la dernière fois sur cette planète. Donc il faut penser, ces choses-là, ça va bouger, et ça bouge très vite. On a vu les impacts cet été en Europe, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles, mais des sécheresses assez catastrophiques dans une partie des pays européens où en général il y a de l'eau, des feux de forêt catastrophiques. Cette année dans les Alpes, il n'y a pas de neige. Donc ça veut dire que dans les rivières en ce moment et puis cet été, il n'y aura pas d'eau. Et donc ils ne seront pas capables d'irriguer, les nappes phréatiques vont baisser, etc. Donc tout ça, c'est un effet d'entraînement qui est difficilement contrôlable. Je reviens aux politiques. Donc, si les choses continuent comme on est aujourd'hui, on est sur la courbe orange. C'est-à-dire, et ça veut dire que les politiciens font un peu, mais pas assez.
Les annonces des gouvernements, elles sont ce qui s'appelle Nationally Determined Contribution dans l'intervalle qui est là. Et en fait, il faut qu'on suive la trajectoire de la courbe verte ou bleue, encore mieux. Et les deux graphes qui sont à droite vous montrent la concentration de CO2 et la concentration de méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le CO2. Qui est produit par l'agriculture et aussi l'industrie pétrolière et les forêts et puis des effets naturels. Mais le point, c'est que le méthane, on ne pourra jamais le réduire. On peut le réduire, pardon, mais on ne pourra jamais avoir du méthane négatif parce qu'il y en a beaucoup qui est produit naturellement. Par contre, le CO2, donc pour arriver aux courbes bleues et vertes qui sont sur le graphique de gauche, il faut avoir du CO2 négatif. Donc il faut enlever du CO2 de l'atmosphère par diverses méthodes, industrielles ou naturelles, mais il faut le faire. La première, la plus évidente, c'est de préserver l'Amazone. Donc, ça prouve, le graphe de droite en haut et montre la quantité de travail qu'on a à faire pour y arriver. Maintenant, ce à quoi il faut s'attendre. Des vagues de chaleur avec sécheresse et incendie. Des enjeux concernant le travail humain à l'extérieur. Il y a un concept qui s'appelle wet bulb temperature, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est une température au-delà de laquelle le corps humain ou le corps d'un mammifère n'est pas capable de se refroidir. Au Texas, c'était l'été dernier, un beau matin, il y a eu 500 000 vaches qui étaient mortes dans les champs. Juste comme ça. Elles allaient bien la veille, elles étaient mortes le lendemain. Parce qu'il faisait trop chaud. Et qu'elles ont, surtout la nuit, elles n'ont pas pu se refroidir. Elles étaient au soleil toute la journée dans les champs. Et en général, la nuit, ils rechargent leur batterie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils se refroidissent, ils reprennent des forces. Il faisait tellement chaud qu'elles n'ont pas pu. Le lendemain, elles étaient mortes. Cuites. Littéralement cuites au soleil. Et donc, ça, c'est malheureux quand il s'agit de vaches, c'est catastrophique quand il s'agit d'humains, mais c'est ce qui arrive aux humains, pareil. Et ce n'est pas vraiment un enjeu pour le Québec, on espère, mais en Inde et dans d'autres pays, dans le sud des États-Unis, c'est des enjeux où il pourrait bien y avoir d'arrêt de travaux de construction, de chantiers de construction pendant des mois et des mois en été, parce que c'est trop dangereux de travailler dehors. Les livreurs d'Amazon sont bien conscients de ça, parce que leurs livreurs, etc., c'est pareil. Ils sont tout le temps en train de monter d'un camion et se promener dehors. Et donc, c'est des enjeux qui s'en viennent, ça. Pas vraiment pour le Québec, mais c'est très, très sérieux. Et l'enjeu climatique le plus important pour la planète, c'est la chaleur. Pas les ouragans et les trucs qu'on voit à la télé, c'est la chaleur dont on ne parle pas beaucoup. Recrudescence de pathogènes. Nos petits amis les microbes, ils aiment beaucoup la chaleur pour se reproduire, pour muter. Et donc, on peut s'attendre à des vagues de maladies, de plantes, d'animaux, d'humains, potentiellement, qui pourraient se développer. Des enjeux de santé mentale. On sait, chez nos jeunes, il y a une certaine anxiété de ces enjeux-là. Et quand il y a des catastrophes climatiques, les gens perdent la tête. Et c'est peut-être normal. Des événements climatiques extrêmes qui deviennent extrêmement réguliers. On parle d'ouragans, on parle de tempêtes, on parle de tempêtes de vent, on parle, dans nos régions, on parle d'orages avec une semaine d'eau qui tombe en 5 minutes. Donc, je vais revenir là-dessus. Et puis avec des inondations qui s'en vont avec, mais ça c'est sûr. Des inondations côtières avec l'augmentation du niveau de la mer. Puis même si on ne la voit pas, l'augmentation du niveau de la mer, parce que c'est quelques millimètres. Je vous rappelle, les ouragans, c'est une dépression. Et plus les ouragans sont importants, plus c'est une dépression qui aspire l'eau vers le haut. Et c'est comme ça qu'on voit des graves inondations côtières quand il y a des ouragans, parce que le niveau de la mer monte à cause de la dépression. Donc il est déjà plus haut, et les ouragans plus forts fait qu'on a de l'eau qui fait 6 mètres de haut, qui envahit la côte. Floride, etc. Perte de biodiversité et des mauvaises récoltes. On est une province agricole ici. On peut s'attendre à avoir des enjeux sur les récoltes. On peut se dire, il va faire plus chaud, on va planter des bananiers. Oui, sauf qu'il fera plus chaud. Et puis, des années, il n'y aura pas assez d'eau. Des années, il fera trop chaud. Des années, il fera trop froid parce que les variations climatiques vont s'amplifier de façon irrégulière. Donc, en moyenne,
une perte de capacité de récolte. On peut s'attendre à une augmentation du prix de la nourriture assez importante dans les prochaines années, prochaines décennies. Et puis, des changements majeurs de la cryosphère. La cryosphère, c'est toutes les zones gelées. Les glaciers fondent dans les montagnes, on le sait. La question de la calotte glaciaire, de la calotte antarctique et du Groenland sont des questions qui sont liées à la courbe en pointillé. Ça pourrait bien arriver, mais il faut voir que dans les zones froides, les changements climatiques, c'est excessivement dommageable, avec potentiellement aussi le permafrost, là, le pergélisol, une relâche de méthane qui pourrait, si le sol dégèle. Et puis des enjeux humains, des migrations, on les voit en Europe déjà, avec les Africains qui essaient de traverser l'Atlantique, la Méditerranée, pardon, plus des conflits, donc des crises géopolitiques, etc. Je pense que vous nous auriez dû nous servir du café irlandais ce matin. Anyways, donc, et puis les raisons de tout ça, c'est là que j'en... non, c'est les raisons de tout ça, bon, c'est le climat, mais le GIEC attribue ça à un manque d'engagement du secteur privé, des citoyens, une mobilisation insuffisante de la finance, un manque de courage politique, une faible connaissance des enjeux politiques, des enjeux climatiques, pardon, une faible sens de l'urgence. Et donc, moi, je vais essayer justement de vous parler de ces points-là maintenant. Il faut faire quelque chose. C'est pas on attend que la politique publique arrive, les choses arrivent. Puis je peux vous dire, on est propriétaire de 50 et quelques milliards d'actifs immobiliers partout dans le monde. On voit que c'est de plus en plus difficile d'assurer les bâtiments. On sait qu'il y a des bâtiments qui sont plus assurables. Ça arrive, c'est déjà le cas en 2023, et ça en vient. Donc vous dire, je suis assuré, c'est correct, mes bâtiments, tout ça, c'est beau. Oui, vous êtes assuré maintenant, jusqu'au jour où vous ne l'êtes plus. Donc, pour une entreprise, je dirais, il y a un cadre de divulgation qui s'appelle le TCFD, Task Force on Climate Financial Disclosure. Le nom en français, il a 6 lettres et puis il est imprononçable. Tout le monde connaît ça comme TCFD. J'ai barré le mot divulgation, remplacé ça par réflexion, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Les entrepreneurs disent « Ah, mais oui, mais c'est trop compliqué, ce truc-là, je ne sais pas quoi faire. J'ai rien à dire. On divulguait, j'ai rien à dire. » En effet, quand on n'a rien à dire, c'est difficile d'écrire une histoire. Par contre, c'est un cadre qui permet de réfléchir à la question. La première chose à faire pour des entreprises, c'est de réfléchir à la gouvernance. Est-ce que vous parlez de ces choses-là à l'interne? Est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'il y a du brainstorming? Est-ce que votre conseil d'administration s'est doté des moyens de réfléchir à cette question-là? Si la réponse est oui, qu'est-ce que vous faites? Les changements climatiques, ce n'est pas une question pour un ingénieur de monter en haut d'une cheminée et de mesurer du CO2. Oui, il faut le faire, ça aussi. Mais c'est une question pour l'entreprise. C'est une question de penser, OK, qu'est-ce que je vais faire pour renforcer mes bâtiments, etc. Et puis je vais revenir sur les aspects physiques. C'est qu'est-ce que je fais pour, si je suis une entreprise déjà verte, et puis beaucoup d'entreprises québécoises sont déjà vertes parce qu'on utilise de l'électricité décarbonée, promouvoir la qualité verte de vos produits, de vos services, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir les acheter, vos clients industriels ou vos clients privés. Je vous rappelle que des grosses sociétés automobiles mondiales ont fait des commandes d'acier et d'aluminium vert, parce que pour eux, c'est important de pouvoir s'assurer qu'ils vendent des voitures dont le contenu carbone est plus faible. Donc si on peut produire ces produits-là, on est déjà, bien positionné pour payer moins de taxes carbone. 2, on est positionné d'un point de vue commercial. Donc ça, je parle du département de marketing, du département de recherche et développement. Réduire les gaz à effet de serre qui sortent de la cheminée de l'usine, c'est l'usine. Et puis, il faut que les RH soient impliqués pour parler de tout ça, s'assurer qu'il y ait de la formation des gens. Et puis, il faut qu'il y ait un processus à l'intérieur de l'entreprise pour vraiment réfléchir sur ces questions. Approvisionnement, fabrication, recherche et développement, marketing.
les questions de structure des bâtiments, de sécurité santé des employés, tout ça c'est lié et il faut y réfléchir. Le cadre du TCFD vous permet, c'est un guide un peu qui vous donne une idée de ce qu'il faut faire. La question la plus importante, c'est la stratégie de l'entreprise. Comment vous allez réagir, c'est la plus compliquée, mais vraiment, il faut se penser. Je n'ai pas apporté cette photo-là, mais c'est une publicité qu'une société brésilienne a faite, qui fabrique des souliers. Puis on voit une jambe féminine avec un soulier de cette société-là. Et puis c'est écrit « Low carbon looks good on you ». Voilà, une société qui a trouvé un moyen de trouver des produits bas carbone. Alors, je ne fais pas de la publicité pour elle, et puis je n'ai pas dit son nom, puis je n'ai pas été vérifié derrière, mais je pense que c'est crédible. On a quand même regardé un petit peu. Qui a été chercher des ingrédients bas carbone, qui utilisent des boîtes recyclables, qui utilisent des moyens de transport bas carbone, etc. Donc, il faut attendre son truc, parce que ça prend le bateau. Oui, ça ne prend pas l'avion, mais le résultat, c'est que c'est bas carbone. Et qui utilise le climat, le carbone comme avantage compétitif. J'en viens au risque. Donc, stratégie, c'est ça. Risque, comprendre vos risques. Risque physique, donc le climat. Vous pouvez me dire, au Québec, je parlais tout à l'heure, 4-5 degrés de plus, plante des bananiers, ce n'est pas si grave. Au contraire, c'est peut-être mieux. Attention aux variations, attention aux tempêtes, attention aux orages diluviens et aux inondations. Est-ce que vos descentes d'eau dans vos toits plats de vos usines, ils sont suffisamment dimensionnés, ou est-ce que vous allez avoir un toit plein d'eau, puis ça va commencer à couler à l'intérieur, ou ça va s'écrouler? Question. C'est une question importante, ce n'est pas de la théorie. On parlait récemment à un collègue d'Éric Lachance, qui est chez Green Mountain Power, donc au Vermont, et qui nous dit, pour nous, les changements climatiques, bon, il y a plus de tempêtes, mais il disait, les arbres, ils poussent plus vite, parce qu'il fait plus chaud, les hivers sont moins froids, et ils touchent les lignes électriques. Leur coût d'élagage des arbres pour maintenir les centaines de milliers de kilomètres de lignes électriques a augmenté de façon considérable. Qui y aurait pensé? C'est en 2023, pas dans 50 ans. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Puis, il faut réfléchir à vos installations et celles de vos fournisseurs. Si vous fabriquez un truc et que vous dépendez d'un fournisseur en Asie quelque part pour une pièce et que c'est que ce fournisseur-là qui la produit, êtes-vous sûr que l'usine de ce fournisseur, elle n'est pas dans une vallée au Pakistan qui est sous l'eau et que vous n'allez plus avoir votre machin et que vous n'êtes pas capable de produire votre produit? Donc, il faut vraiment que vous réfléchissiez. Est-ce que vous avez des aspects critiques dans votre chaîne d'approvisionnement où vos fournisseurs vont avoir des enjeux? Je vous rappelle qu'en 2011, c'est il y a longtemps, il y a eu un cyclone et des inondations catastrophiques en Thaïlande. Et si vous aviez essayé d'acheter un ordinateur en mars 2011 ou 12, je ne sais plus, mais c'est autour de ça, c'était impossible parce que la quasi-totalité de la production de disques durs mondiale est en Thaïlande. À l'époque, c'était 2011. Ce n'est pas de la théorie, ça arrive. Donc, il faut vraiment réfléchir comme ça, large. Est-ce que vous dites, mon usine, elle est en haut d'une montagne, je suis correct, je suis tranquille, sauf que la route qui arrive là, elle passe par un pont en bas d'une rivière dans laquelle il y a des inondations, donc il n'y a plus de pont. Et vous êtes en haut d'une montagne, c'est très bien, mais vous avez un problème. Et puis je vous le dis, on parle en connaissance de cause. On est propriétaire de ports. On a un port dans le monde. Nos modèles nous le disent, parce que nous, on fait des analyses sur tous nos investissements, ce qu'on appelle réels, c'est-à-dire des infrastructures, de l'immobilier, etc. On fait des analyses de risques climatiques. On s'est aperçu que la ville en question, il y a un tiers de la ville sous l'eau, et puis pas avec 100 mètres d'eau, là, tout de suite. C'est une ville qui est basse, avec une topographie basse, et donc dans 20-25 ans, avec la montée du niveau de la mer, il y a une bonne partie de la ville qui est sous l'eau. Le port, on peut toujours remonter les quais, mais les voies d'accès au port, les voies ferrées, les autoroutes, ce n'est pas nous qui sommes propriétaires, c'est la ville. Il faudrait engager le gouvernement local, la municipale, étatique et fédérale. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parce que ce n'est pas juste un problème pour nous, c'est un problème pour le tiers de la ville. Et donc, il faut que vous engagiez vos gouvernements.
Les gouvernements sont complètement absents, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, aucune capacité de voir ces choses-là. Et donc, il y a des outils, on peut en parler après, qui permettent de faire ces analyses-là, qui sont de plus en plus sophistiquées, pour vous dire, voilà votre usine, voilà vos installations, voilà l'usine de votre fournisseur, voilà les risques qu'il y a. Et il faut penser que c'est des probabilités. Et je vous donnerai un exemple. Notre filiale Otera, donc, qui fait des prêts immobiliers, on a financé un gros prêt pour un entrepôt près d'une rivière. Et puis l'analyse des risques nous a dit le risque d'inondation centenaire, il augmente de 1 à 5 %. OK, 5 %, c'est pas la fin du monde. Ça veut dire que l'inondation centenaire, elle passe, au lieu d'être tous les 100 ans, elle est tous les 20 ans. Ça veut aussi dire que c'est peut-être demain matin. Et on a fait cet investissement il y a 2 ans. Il est au bord de la rivière Fraser. Je vous rappelle l'état de la rivière Fraser à Vancouver l'hiver dernier. Bon, on a une digue. Le bâtiment est conçu, il est au-dessus. Donc, on était correct, on a fait l'investissement. Mais le point, c'est qu'il faut le savoir. Et puis après, il faut avoir regardé la question. Donc, il faut vraiment réfléchir au sens large. Puis, je pense que j'ai débordé mon temps, mais je me dépêche. Ah oui, encore 2 minutes. 2 minutes. OK. Le risque de transition, risque de réglementation, prix du carbone. Est-ce que vous pouvez passer le prix du carbone à vos clients? Si vous êtes fabricant de pharmaceutique, je pense que oui, parce que le prix du carbone dans une pilule de médicaments, c'est pas si pire. Si vous êtes un fabricant de choses qui sont très carbonées, il y a peut-être un enjeu. Est-ce que vos compétiteurs ont des systèmes, des méthodes de fabrication qui sont moins carbonigènes que les vôtres et donc qui paieront moins de taxes et ils seront plus compétitifs? Si oui, il faudra réfléchir à ce que vous faites. Et de toutes les façons, il faut que vous réfléchissiez à réduire votre empreinte carbone, c'est pour le bien de tous. L'efficacité énergétique des bâtiments, importante. Est-ce que vos systèmes, si vous dépendez de systèmes de réfrigération, est-ce qu'ils sont suffisamment dimensionnés? Question. Et aussi, mesurer le carbone et avoir une idée de ces choses-là, c'est important de plus en plus parce que les gens à qui vous vendez vont s'intéresser à cette question. Surtout si vous avez des clients industriels. C'est ce qui s'appelle le scope 3. Pour vous, c'est peut-être 1 et 2, c'est-à-dire vos émissions directes plus les émissions électriques. Au Québec, il n'y en a pas. Mais ce qui intéresse vos clients, c'est le carbone contenu dans les produits qu'ils achètent de vous ou les services. Parce que eux, et je prends un exemple, si on est Unilever et qu'on fabrique du shampoing, c'est pas eux qui fabriquent des produits chimiques. Unilever, c'est une grosse cuisine, ils mélangent des produits chimiques puis ils fabriquent du shampoing avec. Mais ils s'intéressent de plus en plus que leurs fournisseurs de produits chimiques fabriquent des produits à bas carbone, parce que comme ça, ils pourront mettre sur la bouteille de shampoing à bas carbone. Et c'est drôlement important. Et donc, il faut que les fournisseurs de produits chimiques le fassent. En Europe, ça commence. BASF, un plus gros producteur chimique mondial, a des méthodologies pour dire je vends 1 litre de machin là et il y a tant de carbone dedans. Parce qu'ils savent très bien que c'est là qu'ils s'en vont. Et puis ça leur donne un incitatif de réduire. Quand on mesure, on peut agir de réduire le contenu carbone de ce produit chimique-là. Il y aura de la demande. Donc, il faut mesurer votre empreinte carbone pour pouvoir ensuite l'utiliser. Contrôler le contenu carbone, mais aussi l'utiliser comme argument de vente si vous êtes plus bas que vos concurrents. On parlait des gouvernements tout à l'heure et je vais y revenir. Il y a une absence totale de compréhension des enjeux et de ce qu'il faut faire. Les codes de la construction sont datés. Les codes de la construction vous disent, pour construire votre bâtiment, on prend les courbes climatiques des 20 dernières années, puis on les écrète parce qu'il ne faut surtout pas trop construire. Et donc, on prend des choses qui sont 20 ans en arrière et on enlève les extrêmes. Et bien, c'est la mauvaise chose à faire et la mauvaise chose à faire. Voilà où on en est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de réformer les codes de la construction? Pas à ma connaissance, parce qu'ils dorment debout. Est-ce que les gouvernements parlent beaucoup d'adaptation, mais qu'est-ce qu'ils font pour protéger les villes qui sont au bord des rivières où il y a de plus en plus d'inondations? Pas grand-chose. Donc, il faut que vous engagiez les gouvernements, vos gouvernements locaux, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, pour faire bouger les choses.
Il faut aussi que vous travailliez avec vos associations industrielles. Parce que vous allez me dire, et puis c'est le refrain qu'on entend, et puis je vous comprends, « Ah, mais moi je ne vais pas faire ça tout seul, je ne suis pas compétitif. Si je le fais, tout le monde va me manger mon gâteau parce qu'ils externalisent leurs coûts. Et moi, j'essaie de faire la bonne chose, mais je suis plus compétitif. » C'est vrai. Mais alliez-vous avec vos concurrents pour justement régler ce problème, parler à vos gouvernements pour dire voilà ce qu'il faut faire dans notre industrie. Il faut verdir l'industrie au complet, donc on a besoin de choses. Je prends un cas facile, l'acier, enfin facile entre guillemets, l'acier. L'acier, quand on produit de l'acier, ça produit une tonne de carbone. Le point, c'est que personne ne va fabriquer de l'acier vert qui coûte 40% plus cher, vu que l'acier vert et l'acier noir, c'est la même chose. Et donc, quelqu'un qui dit « mon acier, il est vert, mais 40% plus cher », il y a des constructeurs automobiles qui commencent à l'acheter en Europe, mais sinon, c'est très difficile de vendre son affaire. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. L'Europe est en train de mettre en place des taxes à la frontière pour protéger, pour augmenter le prix de l'acier domestique, pour que l'acier vert soit viable dans ce contexte-là. Et les gens qui essaient d'importer de l'acier noir, eh bien, ils vont payer une taxe qui va faire que ça sera au même prix que l'acier vert. Mais c'est le gouvernement qui est en train de le mettre en place. Au Canada, on n'en parle même pas. Il faut que ça soit en accord avec les États-Unis, c'est évident. Ou les gouvernements peuvent aussi dire « moi, je construis un pont et je demande de l'acier vert. J'impose de l'acier vert. » On est dans une économie de marché, il y a quelqu'un qui va le fabriquer. Ça, c'est ce qui a été fait pour les renouvelables, il y a 30 ans, où les gouvernements ont dit « moi, je veux de l'électricité renouvelable et puis je vais payer beaucoup plus cher que la grille pour l'avoir. » Le résultat, maintenant, c'est que l'électricité renouvelable est moins chère que l'électricité noire. Donc, c'est ça qu'il faut faire, mais il faut le dire au gouvernement. Et les grandes annonces, il faut que le Canada réduise ses gaz à effet de serre, OK, c'est un bon début. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire pour votre industrie? Et c'est à vous d'engager vos gouvernements par le biais de vos associations industrielles pour avoir des discussions sur vos problèmes. Puis c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Merci.